19h, 20h, dimanche 27 juin 2021. Nous allons évidemment reparcourir en quelques lignes les grands traits de l'actualité de cette semaine, tels que traités par la rédaction de STV et nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Notamment la couverture santé universelle, dont la thématique était à l'Assemblée nationale cette semaine. Le ministre Manaouda Malachi de la Santé publique en a également profité pour parler de la situation des vaccins et de la Covid. On reviendra sur la convention signée entre le gouvernement du Cameroun et quelques partenaires pour la construction d'une ligne de chemin de fer en vue de l'exploitation du fer de Mbalam. On parle là-bas de 510 km de ligne à construire. L'affaire Martin Kamemim n'en finit pas de évidemment faire la une de l'actualité. Vous le savez, ce confrère qui est également promoteur de la radio Sport Info et au devant de la scène dans une actualité dans la rubrique Faits divers. Nous reviendrons là-dessus avec notre invité de ce dimanche. Le prix des denrées alimentaires sur le marché, mais également l'hommage à Manu Dibango et qui sait peut-être l'hommage à Marc-Vivien Foué, deux valeureux Camerounais qui nous ont quittés et dont la mémoire a eu des souvenirs cette semaine. L'invité de ce dimanche est député à l'Assemblée nationale, membre suppléante du Conseil supérieur de la magistrature, secrétaire général adjoint du réseau des femmes parlementaires. Elle est également membre, évidemment, du comité directeur de son parti, le PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Elle est en plus, depuis 2016, présidente nationale du Mouvement national des consommateurs. Évidemment, on parlera des prix. C'est-à-dire que c'est l'invité de la semaine qui, certainement, va nous en dire davantage. Honorable Roland Adengo ici, bonsoir. Merci, bonsoir, monsieur le député. Bonsoir à vous, au niveau des téléspectateurs et qui nous font l'habitude de nous regarder ce dimanche. J'espère que nos échanges permettront à édifier leur antenne. Vous étiez au Parlement cette semaine. Je voudrais d'abord qu'on essaie de regarder le compte rendu qu'en a fait, ou du moins qu'a fait nos reporters à Yaoundé sur la question de la couverture santé universelle et les vaccins, ou du moins le niveau d'avancement des vaccins au Cameroun. C'était le ministre Manaouda Malachi qui était au perchoir. C'est un projet ambitieux dont la réalisation est annoncée depuis des lustres, mais qui piétine sans cesse. Las d'attendre, les parlementaires ont interrogé le ministre de la Santé publique sur les véritables goulots d'étranglement qui ralentissent la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Nous sommes en train de travailler, le comité paritaire a été mis en place, le groupe technique national qui a suivi tout le processus depuis 2015 est en cours. Le partenaire privé va également faire de la collecte, n'est-ce pas, et du rachat de soins. Les data centers qui sont des équipements lourds, n'est-ce pas, pour pouvoir faire de l'hébergement des données sont à 80% de construction. Les équipements d'enrôlement ont été commandés. Et sur le plan réglementaire, un avant-projet de loi a été élaboré et en cours, n'est-ce pas, d'examen par le gouvernement. À notre niveau, pour aller un peu plus rapidement aussi, nous avons élaboré déjà et discuté avec l'ensemble des partenaires du secteur 7 autres projets de décret qui vont aller avec l'avant-projet de loi. Les questions liées à la gestion de la pandémie du coronavirus n'ont pas échappé à ce débat parlementaire. La prise en charge des malades, la gestion des fonds Covid, la situation épidémiologique, la problématique du vaccin, bref, les élus de la nation ont requis du ministre de la Santé publique un bilan complet de la lutte contre la pandémie. Le bilan fait aujourd'hui nous donne à plus de 100 000 personnes vaccinées. Mais nous ne sommes pas encore très satisfaits de l'évolution parce que nous avons un objectif de 812 000 personnes à vacciner d'ici là. Donc vous savez que par rapport à cette cible-là, nous sommes en retard. Et c'est pour ça que nous avons programmé une campagne intensive de vaccination du 7 au 11 juillet qui arrive. Nous sommes en train de mettre en place ces équipes mobiles qui vont sillonner toutes les communautés, qui vont avec l'aval d'ailleurs des leaders religieux, des leaders traditionnels, des leaders d'opinion et tout le reste, travailler avec les communautés pour que tout le monde puisse être concerné par la vaccination, qui nous permettent de vaquer à nos occupations et de relancer notre économie.
Malgré les explications du ministre de la Santé publique, la Chambre basse du Parlement recommande au gouvernement d'intensifier la lutte contre le Covid, renforcer la communication et la sensibilisation autour et surtout accélérer la mise en œuvre de la couverture santé universelle pour le bénéfice des populations. Long de 540 km, la voie ferrée reliant la localité de Mbalam au port de Kribi, encore un projet, sera bientôt concret sur le terrain. C'est du moins le sens à donner à la signature de ce mémorandum d'entente entre le gouvernement camerounais et les sociétés Bestway Finance Ltd et Ossino Resources. La construction de cette voie ferrée fait en effet partie de nombreux projets d'investissement minier engagés conjointement par le Cameroun et la République du Congo à hauteur de 10 milliards de dollars endossés sur les investissements corporatifs. À travers ce chemin de fer, le Cameroun pourra booster son économie grâce notamment à d'importantes retombées fiscales annuelles en perspective. C'est 20 000 emplois directs et indirects qui seront créés avec un début de la construction, une pose de la première pierre prévue pour fin 2021, avec dans la perspective dès 2024 le début de l'exploitation de ces 3 gisements, avec en perspective 100 millions de tonnes par an exportées par la voie du Cameroun initialement. Ce projet intègre aussi la mise en place d'un port minéralier à proximité de Kribi d'une capacité de plus de 100 millions de tonnes par an. Aussi, pour permettre à la zone CEMAC d'en tirer largement profit, Bestway Finance Ltd et Ossino Ressources ont mis en place les conditions requises au développement d'infrastructures ferroviaires et portuaires de grande envergure dans l'optique de permettre enfin la mise en valeur des gisements miniers dont recèle le craton du Kaïssa au Congo. En termes d'intégration sous-régionale, il faut déjà s'entendre à la coopération entre les 2 pays frères, le Congo et le Cameroun, sur le droit de passage du chemin de fer qui sera créé, qui va relier les 2 villes, les 2 pays. Et du coup, je pense que juste après ce projet, même en termes de transport urbain, ce droit de passage pourra aussi être utilisé. Il faut noter que le mémorandum signé ce jour est l'aboutissement heureux de la mission officielle réalisée en mai 2021 par le ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie de la République du Congo, alors envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso auprès de son homologue, le président Paul Biya. Voilà parcouru donc l'actualité institutionnelle, d'abord l'Assemblée nationale et puis cette convention d'entente, ce mémorandum d'entente. À l'Assemblée nationale, êtes-vous, je veux dire, satisfait, convaincu ou alors réticente face à la proposition du gouvernement relativement à la couverture santé universelle? Je vais d'abord commencer par dire, M. Tongo, que les questions de santé sont des questions qui passionnent beaucoup les parlementaires. Parce qu'il faut préciser que c'est la énième fois que le ministre de la Santé vient nous présenter, bien évidemment, les propositions du gouvernement en question de santé universelle. Mais je voudrais, avant de répondre à votre question, quand même féliciter, parce qu'il faut féliciter le gouvernement qui met en place, on va dire enfin, leur projet de santé universelle, mais qui, ma foi, est peut-être à cause de la CAN que nous allons organiser, le gouvernement se sent un peu bousculé pour mettre en place la question de santé universelle. Maintenant mitigé, maintenant perplexe, maintenant sceptique, je vais dire tout ça à la fois, parce qu'en réalité, le gouvernement n'est pas avant-gardiste. On aurait voulu que le gouvernement mette en place, comme les propositions que nous faisons chaque fois à l'Assemblée, qui mette en place une assurance santé qui prévient, qui promeut plutôt la prévention de la maladie, parce que nous savons tous qu'il y a un adage très célèbre qui dit « prévenir vaut mieux que guérir ». Maintenant, il y a une étude de l'Institut national de la statistique de 2017 qui a révélé que les Camerounais investissent 700 milliards de francs pour les questions de santé, c'est-à-dire que lorsqu'on est malade, on va à l'hôpital, ce qu'on dépense à la pharmacie et tout. Lorsqu'on a fait cette étude, on se rend compte que les Camerounais dépensent 700 milliards. Maintenant, on voit aussi qu'en 2011, lors de la conférence des présidents à Abuja, il avait été acté que les gouvernements africains devraient, dans leur budget,
octroyer 15% du budget aux questions de santé publique. Au Cameroun, nous oscillons entre 7,5 et 8% du budget, ce qui n'atteint pas ce que la conférence des présidents avait acté. Donc on se voit dans un gouvernement ou bien des dirigeants qui sont à la traîne ou bien qui voudraient rattraper un certain nombre de choses. Ce qui fait que, évidemment, cela va poser des problèmes quant aux objectifs à atteindre. Parce que lorsque on ne met pas en place une dynamique qui permet d'évaluer de manière concrète où est-ce qu'on va, ce qu'il faut mettre dans ce on voudrait atteindre comme objectif, on va donc saupoudrer un certain nombre de choses et c'est pourquoi nous restons sceptiques. Et je pense que c'est pourquoi cette question revient toujours à l'Assemblée nationale, parce qu'on voudrait que le ministre de la Santé en question puisse convaincre les parlementaires de comment est-ce que cette question de santé universelle sera gérée. Nous avons proposé pendant les échanges que l'on essaye de mettre en place une assurance santé obligatoire. En fait, il faudrait qu'on mette beaucoup, je l'ai déjà dit, qu'on mette l'accent sur la prévention, mais qu'on essaye aussi de penser à la maladie avant que la maladie ne se présente. Je vais par exemple prendre le cas des vaccins. C'est pourquoi moi je demande même à mes compatriotes de se vacciner contre le vaccin de la pandémie du Covid qui a décimé l'humanité. Qu'on se vaccine parce que ce sont des mesures de prévention. Alors là, on est sûr d'épargner. Parce que lorsqu'on fait la maladie, on dépense plus. Et nous savons combien les Camerounais traînent à pouvoir avoir déjà de quoi nourrir les familles. Mais maintenant, lorsque la maladie s'impose, combien est-ce que beaucoup de personnes s'endettent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc voilà un peu grosso modo ce que je voulais dire pour la question, en restant vraiment sceptique par rapport à ce que le gouvernement nous propose. Mais je ne voudrais pas être alarmiste. Je fonde des espoirs que les propositions qui sont faites à l'Assemblée nationale, le gouvernement va prêter une oreille attentive et que nous allons essayer de rattraper ce qu'on peut encore rattraper, parce qu'il faut quand même avouer que le cap est assez, le fossé est assez profond, mais on peut quand même essayer de mettre de l'eau à un niveau. Dans vos propositions, avez-vous fait une forme d'évaluation? Combien estimez-vous la contre-proposition que vous faites pour cette activité-là? Par rapport à la couverture santé. Le ministre André Mamafouda, par exemple, vous le savez, ça ne date pas d'hier, cette proposition. Lorsqu'il était ministre de la Santé, on tournait autour de 300 milliards de francs dans les 299 milliards, pour faire un peu plus précis. Le ministre Manaouda vient avec un montant plusieurs dizaines de fois réduit, on parle de 72 milliards environ. Vous, PCRN, vous avez pensé à la question, avez-vous chiffré votre proposition? En réalité, nous avons chiffré notre proposition parce que pour les questions de santé, il faudrait qu'un budget conséquent soit alloué. Notamment, je vais avancer des chiffres entre 800 milliards et 900 milliards de francs pour estimer, pour espérer couvrir un certain nombre de choses en matière de santé. Je voudrais même aussi préciser quelque chose, parce que lorsque on avance ces chiffres, c'est qu'on pense aux questions de santé de manière globale. Absolument. Parce que vous allez voir que dans nos structures de santé, le service qui est rendu dans nos formations hospitalières est à déplorer. Parfois, on a l'habitude de jeter la pierre sur le personnel soignant, mais le personnel soignant subit une forme de, je ne voudrais pas dire d'injustice, mais une forme de négligence qui les amène. Je ne suis pas en train de dédouaner un certain nombre de comportements, mais permettez-moi de vous raconter l'histoire d'une infirmière, d'une sage-femme, dans une ville que je ne vais pas citer, mais très reculée de la capitale politique, qui était à terme. Elle est allée pour accoucher son bébé. Alors, en face d'elle, il y avait une femme qui était aussi en train de se faire accoucher, mais n'ayant pas un personnel qualifié, elle a vu comment une stagiaire se battait à pouvoir
à permettre à cette femme de donner la vie à son enfant, elle a dû descendre de sa table en pleine contraction, aller faire accoucher cette femme et rentrer pour attendre son tour. Vous voyez un peu à quel niveau, je ne voudrais pas utiliser le terme de précarité, les agents de santé sont exposés. Mais à côté de cela, on a même aussi les malades qui vont à l'hôpital, qui ne savent pas à quels soins se vouer, qui ne savent pas parfois comment s'y prendre, qui tâtonnent et à la fin qui se voient perdre leurs êtres comme ça parce qu'il n'y a pas au préalable un mécanisme de protection ou d'encadrement des malades. Donc en pensant globalement à tout ça, c'est pourquoi nous pensons que si 14% ou pourquoi pas 15% sont alloués du budget de notre pays, sont alloués aux questions de santé, on peut espérer que ce problème peut être résolu de manière crescendo. Justement, je voulais poser la question du financement. Vous dites, vous allouerez également, vous allez pensionner sur le budget de l'État, ou alors vous avez d'autres mécanismes de financement de ces 800 milliards. Je veux dire que, est-ce que la bourse des Camerounais souffrira davantage au regard des charges existantes déjà? Non, la bourse des Camerounais, je ne sais pas ce que vous appelez par la bourse des Camerounais, souffrira davantage. Mais nous pensons mettre un plan de souscription à la santé universelle. C'est-à-dire quoi? Vous allez, comme dans d'autres pays, vous souscrivez à une assurance santé où vous payez un certain montant. Nous avons même commencé à expérimenter cela à la commune, une commune que nous dirigeons, commune PCRN à Izeka, où on souscrit, le contractant souscrit un montant. Et maintenant, lorsque soit lui, soit sa famille, soit un membre de sa famille est malade, il va à l'hôpital, on ne lui prélève, il ne prélève. Là, du coup, il ne paye rien. Alors, parce qu'il a payé à l'avance, c'est un peu comme une sorte de carte prépay, comme ce que nous consommons avec la téléphonie mobile. Vous payez à l'avance, après vous consommez. Donc, puisque la maladie, on ne sait pas quand elle peut arriver, c'est pourquoi on souscrit d'abord à cette assurance dont une partie de l'argent viendra des caisses de l'État et une partie viendra des souscriptions des Camerounais qui vont bien évidemment mais sauf que nous pensons qu'il faille mettre en place une loi qui rend l'assurance maladie, l'assurance santé obligatoire. Parce que comment est-ce qu'on va faire comment est-ce qu'on peut contraindre, entre guillemets, les personnes à pouvoir souscrire? Ça sera que lorsque vous avez besoin de signer peut-être un papier dans une administration, vous présentez votre carte d'assurance santé qui vous permet maintenant d'avoir, quand vous rendez ce service. Cela est utile pour vous parce que ce n'est pas à tout moment qu'on peut avoir de l'argent. Ce n'est pas à tout moment qu'on peut avoir de l'argent lorsque peut-être on a son enfant qui chauffe ou bien ça vaut pour les hôpitaux, ça vaut pour les pharmacies. Donc nous pensons que un montant viendra des caisses de l'État et l'autre montant viendra des souscriptions des personnes qui voudront bien contracter l'assurance santé. L'autre sujet à l'Assemblée, ou du moins lors du passage du ministre de la Santé cette semaine au Parlement, à l'Assemblée nationale, c'était évidemment la Covid. Manaouda Manachi s'est entre autres exprimé sur la question des vaccins. Il parle d'un peu plus de 100 000 Camerounais vaccinés à ce jour. Est-ce que vous, les députés, vous y jetez un coup d'œil, vous mettez une forme de droit de regard sur les actions du gouvernement menées dans ce cadre-là? Vous vous interrogez? Bien évidemment qu'on s'interroge. Et nous avons interrogé le ministre sur ce cas spécifique. Et nous avons même, je ne voudrais pas dire reproché, mais nous avons interrogé le ministre quant à la communication qui était faite autour des vaccins. Pourquoi est-ce que les Camerounais étaient réticents par rapport aux vaccins? Est-ce que ce sont la communication qui n'est pas appropriée? Il faut une sorte d'évaluation et voir ce qui ne va pas pour essayer de corriger. Je pense que le problème réside beaucoup plus au niveau de la communication. Parce que ce vaccin, on dit tout et on dit du n'importe quoi de ce vaccin. Mais moi, déjà, j'ai été vaccinée
parce que c'est à titre personnel, je pense qu'il mieux vaut prévenir que guérir. Il faut prendre son vaccin pour prévenir, parce qu'on a vu comment le Covid a endeuillé plusieurs familles. Alors, lorsque le vaccin, encore qu'il est gratuit, je ne vois pas pourquoi est-ce que les personnes refusent d'aller se vacciner. Même comme j'ai reçu des milliers de coups de fil lorsque les personnes ont vu que je me suis vaccinée en me posant la question pourquoi je l'avais fait. Et moi, je leur ai posé la question de savoir pourquoi je ne le ferais pas. Et lorsqu'ils prennent d'autres vaccins, est-ce qu'ils sont conscients de ce qui se passe? Vous savez que l'actualité est relativement récente. Par exemple, l'Union européenne n'admet pas ceux des patients ou alors des vaccinés AstraZeneca ou Sinopharm, les vaccins qui sont en ce moment en train d'être implémentés au Cameroun. Vous savez quand même qu'il y a toute une polémique autour de ces vaccins-là. Est-ce que vous adressez la question dans ce sens? Je pense que justement, je disais, c'est la polémique même qui fait en sorte que les gens sont sceptiques. L'Union européenne a donné son avis, mais cet avis peut être aussi interrogé. Et c'est pourquoi ça me permet aussi, Monsieur Dipita, de questionner notre ministère de la Recherche. Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'au Cameroun on ne pouvait pas, et puis on l'a dit au ministre, pourquoi est-ce qu'au Cameroun jusqu'à présent on n'a pas trouvé le médicament magique contre le Covid? Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, qu'est-ce que le ministère de la Recherche fait de manière concrète pour qu'un cas comme le Covid qui s'est imposé à nous et qui a pu démontrer, et que nous avons pu démontrer au niveau du Cameroun et de l'Afrique, la résistance, on a dit que notre pharmacopée était propice à trouver des solutions par rapport à la guérison de cette maladie. Et il y a Monseigneur Cléda qui a mis en place un protocole de guérison de cette maladie. Pourquoi est-ce que le ministère de la Recherche ne profite pas pour que au Cameroun, nous aussi, on ait le vaccin camerounais qui ferait en sorte que les Camerounais soient confiants en le prenant? C'est toutes ces polémiques. C'est pourquoi je dis, et j'insiste, et je le répète en disant que le problème réside à la communication. Et maintenant aussi, il y a aussi un problème de confiance. En fait, les Camerounais n'ont plus confiance en ceux qui leur dirigent. Les Camerounais n'ont plus confiance en ceux qui sont devant. Alors, ils ont toujours l'impression qu'il y a une sorte de mise en scène, parce que beaucoup de personnes même n'ont pas cru au vaccin que nous avons pris en disant que c'était une mise en scène. Les gens sont sceptiques. Lorsqu'on parvient à détourner pratiquement 180 milliards destinés pour les fonds destinés à la pandémie du Covid, sans que cela ne gêne personne, pourquoi voudrait-on que les Camerounais aillent bêtement prendre un vaccin qui leur est proposé gratuitement? Je pense que tous ces problèmes-là, toutes ces questions confus dans la tête ou dans l'esprit des Camerounais peuvent créer cette suspicion. Mais moi, je leur dis... Tant qu'à faire, vaccinez-vous. Vaccinons-nous. Il n'y a vraiment rien à perdre. Cela va de notre bien. Cela nous permet de prévenir cette maladie. Vous savez que l'actualité, à côté de la gestion sanitaire du cas Covid, c'est également tous ces marchés publics qui ont été passés par le ministère de la Santé publique et bien d'autres ministères. D'ailleurs, d'aucuns disaient que les députés PCRN sont concernés. Vous avez des cas chez vous qui sont plus ou moins proches de ces dossiers de gestion des fonds Covid? Non, pas parce que je suis au courant. Non. Les députés PCRN, Monsieur Dipita Tongo, avant d'être député, on sait ce que chaque député PCRN exerçait comme fonction. Alors, pour pouvoir souscrire à un marché public, il y a toute une paperasse qu'il faut mettre à jour. Alors, on ne la met pas en jour en une année, en 2 mois ou en 3 mois. Il y a tout un mécanisme pour mettre ces papiers à jour. Et gagner un marché public dans un ministère, dans tous les ministères qui avaient lancé des offres d'appel. Les députés PCRN ne sont pas concernés par ces cas, ni de près ni de loin. Ni par personne interposée. Là, je ne saurais. Vraiment, là, ça, c'est me demander d'aller lire dans la boule de cristal. Mais moi, je ne sais pas lire dans la boule de cristal. Je dis les députés PCRN. Pour ce que je sais,
ne sont pas concernés par les marchés Covid. Les députés PCN s'intéressent de comment est-ce que la gestion des fonds alloués à telle ou à telle activité se fait. Mais a dit que les députés PCRN gagnent des marchés, je dis non. Je le dis avec fermeté que cela n'est pas possible. Alors cette semaine, justement, on attendait au niveau de l'Assemblée nationale le rapport de la Chambre des comptes relativement à la gestion de ces fonds-là. On a pu observer 2 reports annoncés, décalés, et puis on ne sait même plus finalement quand est-ce qu'il va se faire. Est-ce que vous n'entendez pas, vous, PCN, c'est vrai, vous n'êtes peut-être pas majoritaire, mais je veux dire que rapport de force oblige, entre gens, certains, est-ce que vous n'entendez pas mener une campagne de mobilisation des autres députés qui sait peut-être pour demander une enquête parlementaire autour de cette question-là? Est-ce que les députés ne peuvent pas se dire, c'est vrai, la Chambre des comptes a fait son rapport, son enquête, le contrôle supérieur de l'État fera certainement son enquête, la CONAC et toutes les autres administrations spécialisées. Est-ce que vous ne pouvez pas initier une enquête parlementaire pour voir avec davantage clair? Est-ce que vous, en tant que député, en tant qu'individu, cette fois-là, vous ne pouvez pas initier une demande auprès des administrations concernées pour aller voir exactement ce qui s'est passé, rendre compte à vos électeurs? Il faut d'abord que le rapport soit rendu public. D'accord. Il faut que le rapport soit rendu public et qu'il soit adressé au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat. Une fois que le rapport sera rendu public, les députés ont la latitude de saisir les administrations concernées et maintenant de demander des enquêtes parlementaires pour mieux comprendre ce qui se passe. Ce que vous dites, ce n'est pas une activité qui est impossible aux députés de l'opposition qui sont à l'Assemblée nationale, mais il faut d'abord que le rapport soit à la disposition des députés, qu'on puisse prendre connaissance de ce rapport et pour que maintenant on voie ce qu'on peut engager comme action pour mieux comprendre. Parce que lorsque le rapport est mis à la disposition des députés, le député a le devoir ou a le droit d'user de ce rapport comme il veut. C'est-à-dire qu'il peut saisir les administrations concernées pour avoir plus d'éclairage s'ils estiment qu'il y a des zones d'ombre, ou alors ils peuvent intenter des enquêtes parlementaires. Donc ça, ce n'est pas exclu. Mais nous attendons d'abord le rapport. Il a été, vous avez si bien dit, il a été reporté. Bon, à ma connaissance, à l'Assemblée nationale, c'est une fois qu'il a été reporté. Il était programmé pour jeudi, on l'a décalé pour vendredi, puis il n'est plus jamais revenu, bref. Il a été reporté. Bon, la session, nous sommes encore à session jusqu'au 7, je pense. On espère qu'il finira par... Nous l'espérons tous, parce qu'on a aussi le débat d'orientation budgétaire qui devra commencer. Nous espérons que ce rapport sera à la table des députés. Parlons tout à fait d'autre chose. Vous le savez, la chronique cette semaine dans la rubrique Faits divers a mis au devant de la scène notre confrère promoteur de la Radio Sport Info, Martin Kamemim. Dans cette perspective-là, Martin a dû venir s'excuser auprès de l'opinion, auprès des personnes indexées par cette actualité. Je vous suggère de regarder la conférence de presse qu'il a donnée à Douala cette semaine, du moins un point de presse. La mine défaite, son épouse à ses côtés, Martin Kamemim demande pardon. Les premières excuses sont adressées à la jeune Malika, celle-là même qui le 16 juin dernier a vu sa nudité partagée sur les réseaux sociaux par des milliers d'internautes. Malika, toi dont la dignité et l'honneur ont été bafoués, je te demande pardon. En tant qu'homme, grand frère et père, je regrette tout ce qui s'est produit. Je prie le Seigneur de te fortifier et de te permettre de traverser cette étape tout en gardant foi et confiance en la vie. Après Malika, c'est à la famille de cette dernière que le patron de Radio Sport Info s'est adressé. Je ne sais pas si vous aurez la force de pardonner, mais je vous le demande humblement. Toutefois, dans l'intérêt de Malika,
je vous souhaite l'apaisement des cœurs. Permettons-lui de retrouver cet anonymat protecteur et cette tranquillité qui lui permettront de se reconstruire. Troisième palier d'excuses, les femmes, les hommes, à ce public qu'il a soutenu depuis le début de sa carrière. Martin Kamumim n'oublie pas les personnes à mobilité réduite, ni même sa maison d'édition qui, face au scandale, a choisi de suspendre les ventes et publicités du livre « Debout, l'histoire vraie d'un miraculé », ouvrage écrit par le journaliste. Ma maison d'édition qui m'a fait confiance et s'est investie humainement, financièrement et émotionnellement pour faire connaître mon histoire au monde entier à travers l'édition de mon livre. Aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation particulièrement embarrassante. J'en suis profondément désolé. Mais c'est face à son épouse que le commentateur sportif fondra définitivement en larmes. Une demande d'excuses cette fois pour la tournure qu'a pris cette affaire, mais surtout l'impact sur leur famille. À mon épouse, ici présente, Mado, je te demande pardon. Je te demande pardon et je demande pardon à mes enfants. Pardon d'avoir fait de votre vie un enfer. Milan Kundera disait « Vivre dans un monde où nul n'est pardonné, où la rédemption est refusée, c'est comme vivre un enfer. » Oui, notre vie actuelle est devenue un enfer. Le point de presse de ce jour s'achèvera sur un engagement du patron de RSI en ce qui concerne sa présence sur les réseaux sociaux. À compter de ce jour, mes comptes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres, resteront inactifs. Je me tourne humblement vers le Seigneur, vers Dieu, et je lui dis, je viens vers toi, Seigneur. Dans ta miséricorde et ta bonté infinie, tu pardonnes toujours. Je me mets à genoux et je te prie. Je vous remercie. Quand on sait que les avocats de Malika Baemi ont saisi le tribunal de première instance de Douala-Bounondjo ce 23 juin pour une citation directe, reste à savoir la suite que prendra cette affaire après les excuses de Martin Kamumim. Roland ici en commentaire. Ces images, moi je les ai vues sur la toile. Je dois avouer que c'était trop choquant. C'était... Je ne sais pas si j'avais vu déjà des images de ce genre avant. Et la première idée qui m'est venue dans la tête, c'est de penser à mes enfants. Parce que vous savez, la toile est ouverte à tout le monde. Si mon enfant tombait sur ce genre d'image, qu'est-ce que cela pourrait susciter en lui? Et je me suis directement vue face à ma responsabilité de parent. Et c'est vraiment le commentaire que je vais faire aujourd'hui, celui de dire à tous les parents que nous sommes, de mettre un accent sur l'éducation de nos enfants. Parce que aujourd'hui, la jeune Malika, elle est victime. Je ne sais pas, je pourrais même dire n'importe quoi parce que cette histoire a tellement d'effraie. Je n'avais même pas encore vu une histoire qui a fait autant de remue-ménage dans la toile et partout, parce que le ministre de la promotion de la femme et de la famille a fait une sortie
Déjà, moi-même, j'ai été indexée d'une manière ou d'une autre en me faisant dire des propos que je n'avais jamais dit. Et je pense qu'il est temps que le Camerounais se réconcilie avec lui-même. C'est-à-dire que ces événements qui arrivent, moi je me dis, c'est pas fortuit. Il y a quand même un message qu'on devrait saisir à travers tous ces événements qui arrivent et que chacun devant un miroir se regarde et qui se dise quelle est ma place, qu'est-ce que moi je fais pour ne pas arriver là. Et comme on l'a dit pendant le reportage, les avocats de la jeune Malika ont saisi les tribunaux. Je suis de ceux qui pensent que la justice doit être dite, mais je suis aussi de celle, je suis chrétienne, et puis je pense que l'acte du promoteur de RSI je pense que c'est dans ces locaux que cela s'est déroulé, a fait preuve de beaucoup d'humilité, de grandeur, en demandant pardon à la jeune dame et en demandant pardon même à tous ceux qui ont eu à être choqués par ces images. Nous lui avons pardonné, parce que qui sommes-nous pour juger les hommes? Il n'y a que Dieu, le bon juste, qui peut juger. Mais je m'inscris en faux par rapport à la tournure que certains ont voulu que cela prenne, notamment en voulant s'agripper sur la donne politique, en voulant ramener cela au niveau de la sphère politique. On ne saurait fermer les yeux à une telle humiliation, une telle atrocité, de telles images choquantes, mais il faudrait que chacun de nous, à son niveau, puisse faire ce qu'il a à faire et qu'on évite de jeter l'opprobre sur l'autre, parce que nul n'est parfait. Je m'adresse maintenant à la députée. Allez-vous interpeller la majorité gouvernante, le gouvernement, sur qui c'est peut-être une législation à faire, des propositions de loi pour protéger l'image davantage? C'est vrai que notre corpus juridique en parle déjà. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose de plus dans ce sens? Est-ce qu'il ne faut pas, je veux dire que vous l'avez dit, c'est un électrochoc. Est-ce que la société ne devrait pas, dans le cadre d'une loi, qui c'est peut-être sur les réseaux sociaux et autres, mieux, davantage être encadrée? Je pense qu'il faut une loi spécifique pour certains cas. Mais on a quand même au Cameroun une batterie de lois qui encadrent ce genre de dérive, qui protègent aussi l'image. Peut-être il faille qu'on insiste sur les décrets d'application, il faille peut-être qu'on insiste sur l'application de ces lois, mais on a déjà des lois qui encadrent suffisamment ces dérives-là. Et je me dis juste que parce que les avocats, lorsqu'ils saisissent les tribunaux, c'est parce que la loi, pour un certain nombre de dérives, la loi réprimande pour tel ou tel acte qu'on pose qui n'entre pas bien, qui s'écarte de la législation en vigueur. Peut-être, pourquoi pas, pour le cas de la jeune fille spécifique, parce que généralement, ou bien la plupart des cas, c'est toujours les jeunes filles qui sont exposées et pas les hommes. Je me suis toujours interrogée pourquoi. Et pendant ce scandale, je vais l'appeler ainsi, j'ai été interpellée par beaucoup de jeunes filles, par beaucoup de jeunes dames qui m'ont dit non, il faut que tu montes au créneau, il faut que tu dises ceci, il faut que tu dises parce qu'il y a plein de victimes. Il n'y a pas que le cas du promoteur de RSI, mais il y a plusieurs cas. Je ne vais pas venir ici pour dénoncer un certain nombre de choses, mais je dis et je profite aussi de l'occasion que vous me donnez de dire aux jeunes filles de dénoncer. Parce que le fait de se taire, c'est être complice. Lorsque quelqu'un vous fait des avances ou bien vous dit des choses que vous ne consentez, lorsque vous n'êtes pas consentant, il faut dénoncer.
Et il y a une jeune dame qui m'a dit, lorsque je vais dénoncer, on va me dire, c'est plutôt vers moi que toutes les réprimandations seront faites. C'est pourquoi moi je préfère me taire. Je dis non. C'est peut-être une vue de l'esprit, c'est parfois une construction par rapport à l'environnement dans lequel nous vivons. Mais je dis, si 1, 2, 3, 4, 5 se lèvent, elles le font, ça donnera le courage à beaucoup de venir dire ce qu'elles subissent dans les entreprises, dans les établissements scolaires, parce qu'à tous les niveaux, ce genre de dérive se vivent. Mais aujourd'hui, on voit sur la place publique des personnes qui se hissent en donneur de leçons, qui estiment que c'est parce qu'aujourd'hui c'est telle personne, pour moi je deviens ça. Non, je dis, moi je suis contre cela, et une loi. Les lois sont déjà là, il faut juste que celles qui sont victimes puissent le dire de manière la plus haute, de la manière la plus audible. Comme ça, je pense que le fait de toujours reprocher ou bien de toujours mettre à la place publique ce genre de comportement, je pense que cela va prendre fin. Parce que j'estime que ce sera difficile aujourd'hui que quelqu'un s'aventure dans un bureau même, je ne sais pas moi où, pour se livrer à certains actes. Alors, présent dans les marchés pour observer que la vie devient encore un peu plus chère. Du moins dans les étals, le panier de la ménagère souffre davantage du fait de l'augmentation d'un certain nombre de prix des denrées, mais également d'autres matériaux, par exemple de construction. C'est du moins le constat que fait nos reporters. 18 000 francs CFA pour un sac de riz de 25 kg, 7 000 francs CFA pour un cajot de tomates, 3 000 pour un poulet de petit calibre. Les prix des denrées alimentaires dans les marchés donnent le tournis aux ménagères. Une situation qui a poussé l'association Anou le Cameroun à organiser une conférence de presse ce jour à Douala. Anou le Cameroun a décidé d'organiser une conférence de presse suite aux multiples travaux menés sur le terrain et qui ont produit un plaidoyer qui a été adressé à 3 interlocuteurs, en l'occurrence le ministère du Commerce qui a été favorable à notre plaidoyer, au Parlement du Cameroun qui jusqu'à cet instant n'ont pas encore réagi, et à la JICAM. L'association dit avoir organisé une séance de travail avec le ministère du Commerce sur la question de la vie chère au Cameroun. Seulement, ce qui en est ressorti, tout comme la position des autorités, n'était pas à satisfaire. Et pendant nos échanges, il y a eu beaucoup de tensions. Parmi les tensions, le ministre du Commerce nous a fait comprendre que le coût de la vie est cher et qu'il y a le riz pour les luxes et le riz pour les pauvres, et qu'il y avait le poisson pour les riches et le poisson pour les pauvres. D'autant plus, ajoute Marie Quinn, la secrétaire générale d'Anou le Cameroun, que bon nombre d'enfants sont déjà en congé. Par conséquent, les portions de nourriture vont se voir doubler. C'est inadmissible que dans un pays où il y a autant de richesses et autant de ressources et que les gens passent le temps à voler des milliards et que cela puisse se répercuter sur la vie des Camerounaises et sur le panier de la ménagère. Nous sommes en plein congé et il est inadmissible que les enfants soient dans les maisons et qu'ils ne puissent pas manger copieusement 3 repas par jour. L'autre solution serait que les pouvoirs publics accompagnent un peu plus les producteurs et agriculteurs camerounais, ce qui permettrait non seulement de réduire les importations, mais aussi de faire baisser les prix des denrées produites localement. Avant peut-être de commenter cette actualité, on va prendre ce dernier reportage, en quelques minutes de la fin de cette édition, qui revient sur un hommage fait à Amadou Dibango, qui, comme vous le savez, est parti en mars 2020. Du fait de la Covid en plein pandémie, pour justement sa mémoire. D'abord en France, cette semaine, il faut le rappeler, l'ambassadeur du Cameroun là-bas a organisé un certain nombre d'activités, mais des artistes qui, plus ou moins, étaient liés à Manu Dibango, ont également tenu à lui rendre hommage à travers un single. Suivez plutôt. Église de la Madeleine dans le 8e arrondissement de Paris, c'est en France. Le père de Soul Makossa est célébré. Yambé, 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 Yambé.
En plus de la famille, amis, connaissances et autres mélomanes se sont réunis ce 22 juin 2021 pour un hommage interreligieux à Manu Dibango. L'ambassadeur de la francophonie avait noué un lien particulier avec la capitale française. En 2013, Bertrand Delanoë, alors maire de Paris, remettait à Manu Dibango la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris, le plus haut échelon de cette récompense. Manu Dibango était récompensé pour l'ensemble de son œuvre, mais aussi, surtout pour sa relation si particulière avec la ville de Paris. Un an après la mort de l'auteur de Soir au village, ses collaboratrices gardent de lui l'image d'un grand rassembleur. 24 années passées auprès de toi, quand on entrait chez Manu, c'était comme entrer en sacerdoce. Tu fus à la fois mon frère, mon père, mon oncle, mon cousin, mon grand-père, et surtout ce patron magnifique qui m'a tout appris de ce métier. Je te dois mon amour des métiers autour de la musique, ce goût de la créativité que tu nous lègues, et par-dessus tout, cet universalisme, ce panafricanisme et cette francophonie ouverte sur le monde que tu n'avais de cesse de prôner. Oui, je revendique cette belle vie à l'ombre du baobab que tu es et demeures à jamais. Tu nous laisses un vide immense, nos cœurs pleurent, mais les morts ne sont pas morts et ton amour rôde toujours autour de nous comme une ombre protectrice, aujourd'hui et à jamais. Repose en paix, doyen. Manu Dibango n'était pas qu'un artiste, mais également un artisan de la paix. Manu a été nommé en 2004 artiste de la paix à l'UNESCO. Et depuis, Manu, par son action qui allait au-delà de la musique, qui était en lui, comme vous l'avez dit, Manu a donné à tout le monde. Il a planté ces petites graines qui étaient les graines pour défendre la paix par sa musique, à travers ses voyages et un peu partout dans le monde entier. C'est dans une église qui aurait pu faire le plein d'œufs, n'eût été les restrictions liées à la pandémie du coronavirus, que les activités entamées le 18 juin dernier pour rendre hommage à l'icône du saxophone se sont achevées. Sous la supervision et la présence de son Excellence André Magnou Ekounou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France, celui-ci représentant le président de la République, la légende de la musique africaine a été le ton de la célébration de la 40e édition de la Fête de la musique honorée. En un mot, pour revenir un peu sur la question de la vie chère, je rappelle que vous êtes membre d'une organisation non gouvernementale, le Mouvement national des consommateurs. Mais je veux dire que quand on regarde cette flambée, quand on observe les prix sur le marché, les consommateurs ont certainement le sentiment d'être délaissés par leurs députés. On vous entend très peu, vous n'êtes pas audible, on ne voit pas les mouvements que vous menez. N'y a-t-il pas des moyens de davantage contraindre, mettre le gouvernement face à ses responsabilités, vous, député du PCRN? Monsieur Dipita Tongo, pour répondre à cette question spécifique, je voudrais d'abord vous dire que lorsque le cas de la flambée des prix n'est pas spécifique au Cameroun. La flambée des prix a connu, on a connu la flambée des prix dans la majorité des pays de l'Afrique et même de l'Europe. Lorsque on lit le rapport de la FAO récemment publié, il y a soit de 5%, soit de 10% les produits qui ont connu une hausse. Mais sauf que ça se fait beaucoup plus ressentir au Cameroun. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que le gouvernement n'est pas avant-gardiste, le gouvernement il n'anticipe pas. Nous avons un potentiel assez énorme en termes d'agriculture qui pourrait, même si la crise est mondiale, qui pourrait atténuer le flux sur le marché national. Je vais vous dire une chose, c'est vrai, vous ne pouvez pas m'écouter ou bien vous me dites que je suis pas assez audible, mais je pense que
j'ai interpellé à maintes fois le gouvernement par rapport déjà au mois de novembre avec le budget qui a été voté et même avant, au mois de juin, lorsqu'on avait commencé avec le débat d'orientation budgétaire où on nous a parlé de l'import-substitution. En quelques mots, l'import-substitution, c'était quoi? C'était mettre un accent sur les produits que nous importons beaucoup. C'est-à-dire qu'on devait les produire localement pour que ça nous revienne moins cher et qu'on puisse satisfaire la demande nationale. Là, ça devait résoudre de manière efficace ce problème de flambée des prix sur les marchés. Sauf que lorsqu'on consulte, c'est-à-dire lorsque j'ai parcouru les rubriques qui sont allouées et les différents ministères qui devraient en réalité bénéficier d'un apport assez substantiel en termes de budget pour que cet import substitution puisse être matérialisé, impacté, pour que le panier de la ménagère puisse se ressentir, ces ministères avaient un budget minable. Alors j'ai interrogé le Premier ministre, le ministre des Finances, comment est-ce que, par quelle alchimie ils vont procéder pour que cet import substitution puisse être mis en place. Le problème avec la flambée des prix au Cameroun, ce n'est qu'un problème d'une politique qui est mal encadrée, qui est mal implémentée, qui est mal envisagée. Donc, quel que soit par le bout qu'on va tenir, à moins que vous me dites que nous, les associations de défense des droits des consommateurs, qui avons pour rôle d'interpeller, d'alerter le gouvernement par rapport à ce que subissent les consommateurs, parce que la loi qui encadre les associations des droits des consommateurs, elle est assez obsolète. Il faut qu'on l'enrichisse pour que les associations aient une marge de manœuvre assez conséquente pour contraindre le gouvernement à pouvoir agir. Mais cela ne nous empêche pas de mener un certain nombre d'actions et de mener un certain nombre de choses pour que le gouvernement écoute ce que les Camerounais disent. Parce que ce qu'ils présentent, nous allons la semaine prochaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas trop, vers le débat d'orientation budgétaire, je vais encore marteler cela en disant que ce n'est pas faisable pour un projet que vous envisagez, et il y a des sectoriels bien connus, et qu'on mette des budgets assez minables au profit des ministères qui n'ont rien à voir avec l'import-substitution pour justement parler de la vie chère, relever le panier de la ménagère. Roland Adengo ici, merci. C'est moi qui vous remercie. On n'a pas fait le tour de toutes les questions. On n'a pas parlé du fer de Balam. 52 minutes. On aura certainement d'autres occasions et qui sait peut-être aussi pour faire votre bilan. En tant que député, on aimerait vous avoir assez tôt pour en parler aussi. Oh, merci. Ça sera avec grand plaisir. Merci à vous également à la maison, mesdames et messieurs. Demain, c'est lundi. D'avance, bonne semaine. Bonsoir. Ah, c'est vite passé. Hein.